Merci à vous de cette invitation. Je vais introduire ce papier qui s'appelle Flow Approaches in Agri-Food Systems Research, Revealing Blind Spots to Support Social Ecological Transformation. Ça sera le seul morceau en anglais. À partir de maintenant, on va parler en français. C'est un article collectif qui a été publié en 2025, mais qui a une trajectoire un peu particulière. On se permet, comme on a le temps, de revenir un petit peu sur le contexte d'écriture de cet article. Donc en fait, dans le cadre du métaprogramme Better de l'INRAE qui porte sur la bioéconomie pour les territoires urbains, on a monté à plusieurs un consortium interdépartement sur le métabolisme des systèmes agricoles et alimentaires dans le continuum ville-interland, et ça s'est matérialisé en fait par une série de webinaires qui nous ont permis en fait de faire surtout de l'interconnaissance, de croiser un peu des regards et des approches. Et puis, suite à cette année organisée autour de webinaires, on a eu envie et puis on a été aussi euh, oui, poussé à valoriser ce qu'on avait fait. Et donc, on a essayé d'organiser une résidence d'écriture avec des présentateurs et présentatrices qui avaient participé à, euh, cette, euh, ce cycle de webinaires euh, pour coucher un peu des idées, aller plus loin dans l'idée de créer un position paper, c'est-à-dire un papier de positionnement, pas tellement un papier de revue de la littérature. C'est un peu le fruit d'un mélange d'idées et l'envie de porter une réflexion, un retour un peu réflexif sur des choses qu'on avait manipulées et des expériences que les uns et les autres avaient eu sous la main et avaient pu vivre en fait, soit en tant que chercheur, vraiment sur un point de vue très académique, soit en tant que praticien, expert, etc. Donc, on réunit différentes postures et tu peux revenir en arrière, pardon, Pardon. différentes postures et différentes disciplines en fait dans notre communauté d'auteurs et d'autrices. Pour moi-même, je suis économiste écologique. Simon Demuin, que je pense se revendiquerait de la recherche participative ou intervention. Pierre Guimin est géographe, Kevin Morel, agronome, Thiago Teixeira da Silva Siqueira, il est agronome et économiste, et Linda Aissani, qui est chercheur sur les bioprocédés et les ACV. Euh, voilà, on réunit quand même des univers assez divers et variés avec dans un travail, une résidence d'écriture qui a duré une semaine dans un endroit fort joli voilà, dans lequel on a fait un petit bouillon de cerveau, on va dire, animé par une facilitatrice, ce qui nous a mené à avoir les premières grandes idées du papier avant d'aller plus loin dans son écriture. Donc voilà pour les éléments de contexte. Maintenant, on peut passer au suivant, la prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les approches par les flux ou les flow approaches? On a eu un peu de mal à repasser au français après avoir écrit l'article. C'était exactement ce qu'on discutait juste avant. Approche de flux, approche par les flux, etc. C'est un ensemble d'analyses qui se réfèrent aux flux matériels et énergétiques qui sont associés aux activités humaines et notamment dans les relations entre la technosphère et la biosphère, et ces flux étant intégrés de façon soit explicite, soit implicite. Alors, qu'est-ce qu'on regroupe là-dedans? Un ensemble de méthodes diverses et variées, évaluation d'impact, approche métabolique, évaluation d'empreinte, etc. Je vais un petit peu revenir sur cette diversité sans trop non plus aller dans le détail. D'abord, les évaluations d'impact alors même là, on pourrait, avec ce schéma, représenter impact et empreinte finalement, avec l'idée de rendre compte en fait de flux entrants et de flux sortants dans leurs impacts, notamment environnementaux,
Et donc, c'est par exemple le cas assez connu des analyses de cycle de vie qui cherchent à identifier les différents flux et externalités associés à chaque maillon du cycle de vie d'un produit. Donc, c'est d'abord quelque chose qui est travaillé à l'échelle d'un produit. Les approches métaboliques, de l'autre côté, ou qu'on dit socio-métabolique, enfin, qui s'intéresse souvent au métabolisme des sociétés, en fait, elles visent à essayer de comprendre comment des activités économiques ne sont pas que des activités productrices de valeur, mais aussi des activités qui ont un profond ancrage matériel, à la fois dans euh, parce qu'en fait, l'activité économique, c'est une activité qui convertit des matériaux et de l'énergie en autre chose, et autre chose qui reste matérielle, donc avec un principe hein, évidemment de conservation physique, et donc des déchets, de la chaleur, des pollutions, etc. Et donc ces approches métaboliques, en fait, voilà, visent à représenter en fait le fonctionnement des sociétés par rapport à leur dépendance à des ressources naturelles, des flux issus des écosystèmes, etc. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme spécificité, ces différentes approches? Donc, elles ont chacune en fait un peu leur propre logique, leur propre identité. Les évaluations d'impact, c'est d'abord un regard ingéniérique, multicritère qui vise à faire une sorte de bilan normalisé donc d'impact pour répondre à des questions opérationnelles, notamment hein, d'acteurs économiques. Quel choix faire entre tel contenant, tel autre, tel procédé, tel autre. Et donc ça se décline d'abord initialement, historiquement, à l'échelle d'un produit en ce qui concerne hein, l'ACV. Les approches métaboliques, elles ont, elles, une dimension où elles visent à essayer de comprendre l'évolution des sociétés dans le temps. Donc, à travers de ces représentations métaboliques, mais aussi de métriques énergétiques spécifiques, hein, combien une société a besoin d'énergie pour fonctionner. Et une dimension assez critique, en fait, qui vise à illustrer des relations de dépendance, en fait, entre un fonctionnement socio-économique et la biosphère d'autre part, mais aussi entre espace consommateur et espace euh, d'extraction, notamment. Et c'est des travaux qui se font qui ont été d'abord menés à l'échelle des nations, puisque c'est là où en fait on a pu collecter initialement hein, des données euh, sur les flux entrants, sortants en termes de matière et de matériaux dans des économies nationales. Si on regroupe un peu tout ça, en fait, ce qui fait un peu le liant de toutes ces approches de flux, c'est l'idée de produire des référentiels nouveaux pour questionner des modèles ou des procédés, hein, dans le cas des ACV par exemple, de production et de consommation. Voilà, créer un regard nouveau. C'est aussi tout ce qui relève des analyses comparatives, alors comparer deux procédés, comparer dans l'histoire, comparer dans l'espace, etc. Et puis quelque chose qui nous tenait à cœur, qui est un peu au cœur de notre réflexion, c'est l'idée de rendre visible l'invisible. Voilà, c'est-à-dire, en général, on observe un procédé, un produit au travers de sa fonction. Ben là, c'est au travers de ses impacts. On observe une économie au travers de sa valeur, de la croissance qu'elle dégage, de sa compétitivité, etc. Et l'idée, c'est de le regarder sous un angle, au contraire, qui est matériel et énergétique. Donc avec tout un ensemble de métriques particulières qui reflètent cette idée de rendre visible l'invisible, énergie grise, impact incorporé, eau virtuelle, etc., etc. Euh, donc quand on est à l'échelle des systèmes agri-alimentaires, en fait, cet ensemble de travaux et de références a permis d'objectiver, euh, tout du moins à l'échelle globale, les impacts environnementaux des systèmes agroalimentaires, en particulier et de pointer du doigt en particulier des chaînes de valeur globalisées
des pratiques agricoles intensives, l'hyperspécialisation géographique et la production de marchandises non alimentaires dans, les impacts environnementaux et dans enfin, dans l'importance, dans la taille du métabolisme de ces systèmes agroalimentaires. Euh, Hop, suivante, voilà. Euh, Ces approches nous semblent importantes donc parce qu'elles ont permis de démontrer leur ambition, mais aussi par le fait que, il y a en fait quand même un espèce de succès en fait de ce type de méthode qui se traduit. Alors, c'est une façon de le traduire qui nous est assez habituelle en tant que chercheur, de chercher de faire une petite analyse bibliométrique, mais ça pourrait être d'autres façons. Mais en tout cas, voilà, avec une forme de diffusion très importante. Donc là, voilà, on a représenté au cours du temps hein, les analyses, enfin les articles qui citent l'analyse de cycle de vie, l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, dont j'ai pas parlé, mais c'est encore une autre famille d'approches de type flux, ou les analyses de flux de matière. Ah, et donc qui permettent de voir un petit peu le développement et le développement différent hein, de ces différentes méthodes fondées sur des flux, donc avec vraiment hein, ces aspects métriques qui sont très importants avec là, voilà, le développement analyse en termes d'évaluation de cycle de vie, d'empreinte, etc. Euh, on peut passer à la diapo d'après. On est toujours hein, sur notre phase introductive. Donc, quel est finalement qu'est-ce qui va nous poser questions, problèmes dans ce développement des analyses fondées sur les flux? Eh ben, ça va pas être tant leur développement quantitatif, mais plutôt l'évolution de leurs usages. Donc, c'est-à-dire là, c'était un peu aussi l'idée de pourquoi on est sur une démarche de position paper, c'est-à-dire que par exemple, hein, Simon ou Linda ont été investis dans des projets qui avaient une dimension d'appui aux politiques publiques. Donc Simon, par exemple, sur une réflexion hein, sur la grande région bruxelloise, sur le bouclage sur le, pardon, que faire des déchets verts et des biodéchets donc avec plusieurs options en parallèle. De la même façon, Linda a réalisé en fait un travail pour l'ADEME euh, d'un- d'une analyse de cycle de vie pour les déchets alimentaires entre compostage et méthanisation. Et donc avec vraiment hein, une ambition d'appui, de transformation derrière, de choix en fait, appuyer des choix politiques à un moment donné. Et il se retrouve donc dans des situations où ces méthodes, fondées sur des flux, deviennent à un moment donné des arguments d'autorité pour faire des choix et où ça devient un petit peu problématique puisque ce que je vous ai un peu raconté comme histoire jeunesse de ces approches, on est dans quelque chose d'assez différent, soit parce qu'on est au niveau d'un choix, j'allais dire, interne à une industrie, par exemple pour l'ACV, j'ai dit LCA, mais en français ça serait ACV, ça serait plus correct, analyse de cycle de vie. Donc, on a un changement d'échelle, on passe à des analyses territoriales collectives, soit parce que les analyses plutôt de type métabolique, elles ont d'abord un rôle heuristique, critique, une portée critique, et pas tellement une portée en tant qu'outil d'aide à la décision. Donc, c'est là qu'on arrive à notre problématique à proprement parler. Diapo suivante, super. L'idée, c'est qu'avec la démocratisation et l'expansion de ces méthodes fondées sur les flux, leur portée se trouve à évoluer. Avec des changements de périmètre, j'en ai parlé pour la CV, des changements d'échelle, des changements d'usage aussi. Donc, changement d'usage, par exemple, passer d'une dimension critique, révélatrice, à devenir à des outils, pardon, à, devenir des outils au service d'une transformation du réel. Euh,
et des méthodes dont la quantification n'est qu'un aspect, qu'un outil, en fait, parmi d'autres pour rendre compte d'impact, vers la quantification en tant que finalité, avec une recherche de précision qui s'accompagne d'une complexification des méthodes, de la production de grandes bases de données, etc. Et donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est finalement quel biais ces différentes méthodes vont induire quand elles sont utilisées à des fins de transformation des systèmes agroalimentaires et d'aide à la décision, qui n'est, ce qui n'est pas leur objectif initial. Voilà. Donc, il y a vraiment un élément important qu'on va sans doute répéter, c'est que notre réflexion critique ne s'adresse pas aux méthodes fondées sur les flux, mais s'adresse au changement de leurs usages. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça induit de changer l'usage de ces méthodes? Et donc, on s'est fait un peu une liste de, euh, de critiques ou de limites plutôt. Voilà. Et c'est pas une liste fondée sur l'analyse de la littérature, hein. C'est une liste fondée sur nos connaissances, évidemment, qui sont fondées aussi sur la littérature, mais pas sur une revue extensive ou systématique de cas d'expérience, etc. Et puis derrière, on a essayé de pointer un peu des directions possibles pour en fait aller plus loin, tenir compte de ces limites. Donc, on commence par la partie sur les limites, les critiques. Donc, hop, on peut passer à la slide suivante. Oui, et là, c'est moi qui vais parler, Sandrine. Ah bah voilà, eh ben parfait, c'est bien comme ça je pourrais reprendre mon souffle. Très bien. Et voilà, pour les critiques, c'est Kevin du coup. Non, 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 moi je fais que deux critiques sur quatre. Sandrine fait deux critiques sur quatre aussi. Donc en gros, on a catégoriser nos réflexions sur les limites en quatre limites. Donc, je vais commencer par la première limite qui est qu'on appelait une limite liée au réductionnisme et à la logique comptable quand on applique ces approches. Donc la première élément, c'est que bah, ces approches caractérisent ce qu'on a appelé de l'approvisionnement, c'est-à-dire que c'est un mouvement de matière d'un compartiment à l'autre. Voilà, j'ai tant de tonnes de blé qui passent d'un endroit à un autre, tant de tonnes de déchets qui passent d'un endroit à un autre, avec telle énergie, etc. Donc c'est vraiment une logique d'approvisionnement, de mouvement de matière. Et donc, on ne voit pas ce qu'on a appelé la production au sens production qui s'inscrit dans un système socio-technique avec des acteurs, des technologies, un mode d'organisation, des infrastructures, des normes, des verrouillages. Donc, je pense que ce sont des notions qui sont assez connues hein, du réseau IDEA, c'est des gens qui tournent autour de ce réseau. Donc, ça, c'est assez peu pris en compte. On est bien sûr dans une vision très quantitative. Voilà, on est sur des tonnes de produits, des kilogrammes, et donc on n'a pas forcément la vision qualitative sur au-delà de la quantité, c'est quoi la qualité de ces produits, leur valeur d'usage. Et puis voilà, on est sur des approches qui avaient au départ une volonté de donner des ordres de grandeur, et donc on n'est pas forcément dans des analyses suffisamment contextualisées, en particulier bah, pour la prise de décision à des échelles plus fines, quoi. Et donc, un exemple hein, de ces limites pour mieux les comprendre. Donc, on reprend l'exemple de Bruxelles hein, qui avait été apporté par Simon, qui était notre Belge de l'équipe, où bah, la ville de Bruxelles avait un objectif politique d'augmenter le bouclage des flux de matière et en augmentant la production énergétique renouvelable. Et donc, à partir de ces approches de flux, hein, il y a eu tout un argumentaire qui a été développé pour dire bah, on va créer une usine de biométhanisation régionale, hein, qui va avoir l'intérêt de pouvoir concentrer des flux à un seul endroit, hein, qui va pouvoir traiter jusqu'à 50 000 tonnes de déchets organiques par an. On va du coup optimiser ces flux, on va optimiser la production énergétique et on va aussi maximiser hein, la rentabilité. Donc c'est-à-dire que si on prend ces différents critères comptables et réductionnistes, on peut se dire bah, c'est la bonne idée de faire cette usine de biométhanisation régionale. On va optimiser les flux et la valeur ajoutée, la rentabilité, etc. Or, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on voit qu'en fait, du coup, cette usine de biométhanisation, elle va concentrer toute la matière organique. Or, cette matière organique,
Elle a d'autres usages, elle a d'autres valeurs. C'est pas juste un flux de matière. Et en particulier, bah, à Bruxelles, hein, il y a une grande diversité d'initiatives, en particulier d'agriculture urbaine, qui vont valoriser localement la matière organique en compost et qui va servir de soutien, de support à plein d'autres services rendus à la ville, hein, des services d'insertion, d'éducation à l'environnement, de bien-être, de nature en ville, etc., qui dépendent finalement de ces flux de matière de compost. Et donc, il y avait un grand. Enfin, ces acteurs étaient vraiment très concernés par le fait on allait tarir en fait leur source de matière organique et qu'ils ne pourraient plus avoir ces différentes activités qui rendaient des nombreux services à la ville. Et donc, il y a eu un peu une levée de bouclier pour dire qu'il n'y a pas eu de réflexion multi-acteurs sur une répartition équitable selon les usages. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'usines de biométhanisation, mais de se dire bah, c'est quoi les usages, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les systèmes qu'il y a derrière ces matières. On ne peut pas uniquement avoir un calcul comptable. Ça ne permet pas de rendre compte et de rendre justice au réel. Et puis aussi, d'autres questionnements qui étaient de se dire, bah, on va avoir cette usine de biométhanisation qui va être assez concentrée. Et donc, voilà, il y avait aussi du coup un programme de pouvoir ensuite épandre les digestats dans les territoires proches. Et donc aussi une réflexion sur, bah, si on concentre cette usine de biométhanisation, on va aussi concentrer potentiellement les digestats. Donc, quel impact aussi hein, sur les sols, sur les activités agricoles. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut en citer plein, hein. Des logiques de flux vont, par exemple, mener à localement pouvoir épandre des bouts de stations d'épuration sur des territoires en quantité. Mais si on regarde la qualité, ben, on se rend compte que en Wallonie, par exemple, il y a des zones entières qui sont polluées au PFAS parce que voilà, on n'a pas pris en compte la dimension polluante de ces flux, si on réunit uniquement en quantité de matière. Donc voilà une des premières limites, donc le réductionnisme qui en flux, en quantité, et la logique comptable qui peut amener, donc quand c'est utilisé pour la décision, qui donc pose certaines limites comme vous l'avez vu. Et donc je laisse la parole à Sandrine pour la deuxième limite. Ton micro est coupé, Sandrine. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc la deuxième limite, on l'a intitulée une vue de l'intérieur. Donc ça, c'est l'idée en fait que quand on travaille sur les flux qui animent les systèmes agri-alimentaires, les flux matériels, hein, en fait, ils se rapportent à un peu quatre grands types de fonctions. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu le fruit de notre réflexion, ceux relatifs à l'extraction, ceux relatifs à la production, à la consommation, et puis à une fonction d'exutoire, hein, qui peut être exutoire final ou éventuellement avec des possibilités de recyclage. Et donc ça, on va trouver un peu cet effet-là, voilà, que ce soit pour des matières, des nutriments, de l'énergie. À un moment donné, on va avoir ces quatre fonctions à remplir. Et en fait, notre réflexion euh, portait sur cette d'aspect visible versus non visible, c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation qui est une relation production-consommation qui est au cœur quand même de la façon dont sont documentés les systèmes agri-alimentaires, parce que c'est ces fonctions-là qui sont valorisées en fait économiquement, bien sûr, bien plus que les fonctions d'extraction et d'exutoire. Donc en fait, on a, vas-y, suivant, un ensemble de flux cachés que finalement les approches par les flux, et en particulier l'ACV, visent à renseigner pour avoir une évaluation environnementale qui soit plus holistique, plus englobante. Le problème, c'est que il y a quand même des limites importantes là-dedans. La première étant un problème de données, en fait, c'est-à-dire que des indicateurs relatif à la production et à la consommation, on va en avoir relativement beaucoup. Par contre, sur des fonctions extraction, mais encore plus exutoire, on va en manquer. C'est difficile, ça reste quelque chose qui est faiblement renseigné. Par ailleurs, si on se remet sur la notion, les approches en termes d'ACV, l'idée c'est de transformer des pressions en des impacts sur l'environnement notamment. Euh, et donc, il y a une conversion à réaliser
entre la pression et l'impact. Et donc, ben, pour ces flux-là, exutoires ou extraction, c'est encore plus difficile de renseigner de passer de la pression à l'impact, ben, avec l'idée que en fait, accumuler des pollutions à tel endroit, dans tel écosystème ou dans tel autre, ça n'a pas le même effet. Mais au-delà de ces limites méthodologiques, donc qui sont liées à un peu un manque de données et qui sont voilà qui s'expliquent hein, historiquement par la réflexion sur les systèmes agrémentaires, il y a aussi des limites conceptuelles sur euh, comment on regarde un système agrémentaire. Et en fait, globalement, la partie extraction, la partie exutoire sont considérées d'abord comme des externalités et non pas des fonctions à part entière. Et donc la notion d'externalité environnementale, en fait, elle sert initialement quand même à clarifier, à identifier les coûts, les surcoûts associés à de la production ou à de la consommation dans un système économique. Et un autre aspect, c'est que souvent on observe cette externalisation euh, ben, en tant que tel, en tant que phénomène. Est-ce qu'on a un système agrémentaire qui est plus ou moins internalisé ou plus ou moins externalisé, mais avec l'idée de qualifier une forme de dépendance, à quel point est-ce qu'on est dépendant d'autres espaces, des écosystèmes, etc., mais pas pour qualifier tant que ça les effets ailleurs de ces fonctions exutoires ou d'extraction. Et donc ça nous emmène vers une autre forme de limite, qui est la faible capacité de ces approches de flux, hein. Ça semblera peut-être tout à fait évident, mais la faible capacité à traiter d'enjeux de gouvernance et de justice. Donc il y a une première question structurante qui est, ben, une fois qu'on a identifié un peu quatre fonctions, c'est qui et comment sont gouvernés les flux. Et évidemment, là, les approches de flux sont assez mal outillées pour travailler ces questions-là, puisque ne serait-ce que, tu peux passer au suivant, que pour le seul cas de la production, si on est dans des systèmes globalisés, on se retrouve avec des multiplicités d'acteurs et des multiplicités de circulation de flux entre échelles, à différentes échelles, globales, locales, qui rendent extrêmement, j'allais dire, non, enfin quasiment impossible le fait de renseigner des questions de gouvernance et encore plus si on essaye d'étendre le système agroalimentaire au-delà des réseaux de production. Euh, Tac, avançons, ouais, voilà. Et derrière, j'ai commencé à évoquer cette question de la spatialisation des flux, donc avec l'idée que en réalité, c'est extrêmement compliqué de rendre compte de où vont les flux, par exemple, de déchets, les flux exutoires, d'où viennent les flux d'extraction, euh, et de le suivre dans le long terme. Donc ça nous invisibilise deux choses. Des éventuels effets cumulatifs, par exemple, hein, quand on a des pollutions qui se cumulent dans le temps. Donc ça, ben, à partir du moment où on ne peut pas spatialiser, on ne peut pas observer ces effets de cumul dans le temps. Et d'autre part, on ne peut pas observer des cumuls spatiaux, c'est-à-dire quand un même espace en fait a plusieurs fardeaux, c'est-à-dire concentre à la fois des fonctions d'extraction, des fonctions exutoires, et donc rendre compte de sortes de hotspots géographiques de ces flux d'extraction et exutoires, donc à des sortes de bombes, des espaces soit alors c'est des espaces un peu poubelles finalement, où se cumule un ensemble d'impacts. Euh, Vas-y, tu peux continuer. Donc derrière ça, là, on a parlé que en termes de concentration de flux dans des endroits différents, avec ses limites à la spécialisation.
mais aussi évidemment les flux et circulations environnementales produisent du conflit, produisent des déstabilisations sociales, produisent enfin, sont le fait enfin, produisent des asymétries de pouvoir, et donc ce qui nous fait un lien avec tous les travaux qui se font soit sur l'extractivisme, soit sur la justice environnementale visant à quantifier ou à juste renseigner, à pointer les lieux et les espaces de conflit qui là en fait passent pour l'essentiel par du travail de type étude de cas sur des conflits spécifiques et donc qui sortent un peu du cadre des approches par flux. Donc voilà, ça c'était on en était à notre troisième limite. Il nous en reste une quatrième et je repasse du coup la main à Kevin. Donc la quatrième, est lié à la faible capacité de ces approches à soutenir des transformations systémiques, en partant du principe que voilà, si on se réfère à la littérature sur les transitions, souvent l'innovation ou les pratiques innovantes émergent dans des niches, donc par définition à des petites échelles, hein, et qui sont souvent encore peu documentées. Et donc, comme elles sont peu documentées, on n'a pas les données qui permettent de voir l'impact de ces pratiques-là. Il n'y a pas les bases de données ne sont pas adaptées, les facteurs de caractérisation ne sont pas adaptés. Et les grandes bases de données qui sont utilisées pour ces approches de flux, en fait, eh ben, par construction, hein, elles documentent les systèmes majoritaires, les systèmes dominants. Donc, c'est difficile de considérer ces alternatives dans des scénarios, par exemple, qui s'appuieraient sur ces approches de flux. Donc un exemple parmi d'autres, hein, je crois qu'il y a Antonin qui est Pépin qui est dans les auditeurs. Quand on avait essayé de faire des analyses de cycle de vie, hein, sur des formes alternatives de maraîchage, hein, qui utilisent des quantités assez importantes de compost, qui sont dans des niveaux et des périmètres d'usage qui sont peu habituels par rapport au- aux bases de données qu'on a. Donc, on peut pas, on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes en jeu, quel est l'impact sur les gaz à effet de serre, sur le lessivage. Euh, donc, c'est très difficile de considérer ces systèmes alternatifs. De dire, bah, tiens, si on devait les généraliser, quel impact ça aurait, puisqu'on n'a pas les données sur ces systèmes euh, alternatifs. Donc, ça, c'est une des premières limites, hein, que les systèmes innovants, porteurs d'espoir, entre guillemets, enfin, d'espoir, ou en tout cas d'espoir potentiel, ne sont pas référencés. Et puis aussi, l'autre point, c'est que les métriques et les indicateurs utilisés, hein, dans les approches par flux présentent un biais du fait que elle favorise les systèmes productivistes, parce que dans la plupart de ces approches, les impacts sont dilués par la production, hein. Si on prend la CV au départ, qui est une logique industrielle, les impacts sont ramenés au kilogramme de produit. Donc en agriculture, ça va être au litre de lait, à la tonne de blé. Et donc, bah, par définition, comme le dénominateur de calcul, c'est la production, plus vous augmentez votre production, plus vous allez diluer vos impacts. Donc en fait, par construction, ces méthodes euh, vont valoriser des systèmes de production plutôt intensifs et en écologie, des logiques de land sparring, de dire il faut mieux avoir des espaces très productifs où on va concentrer les impacts et ça va nous permettre donc de libérer de la place ailleurs pour avoir des réserves naturelles et des espaces à forte biodiversité, par exemple. Et donc, des exemples, c'est que bah, l'efficacité carbone, elle est par exemple instrumentalisée, hein, politiquement bah, pour encourager voilà, la production laitière intensive, par exemple, et que l'agriculture biologique, hein, qui a souvent des rendements un peu inférieurs, est défavorisée parce que la CV, par impact de produit, bah, du coup, la défavorise. Donc, il y a pas mal, par contre, de travaux qui ont été menés autour de l'ACV des systèmes biologiques, hein, et qui souligne, hein, l'importance de ramener les impacts aussi par unité de surface, parce qu'on a beau diluer tous les impacts, mais il y a des flux, des impacts qui sont sur un territoire, hein. Donc, par exemple, on a beau avoir beaucoup de production laitière, si on a beaucoup de déjections qu'on apporte sur le territoire, bah, il faut aussi ramener les impacts par unité de surface, voire par unité de valeur, hein. Et puis, bien sûr, intégrer donc, par, des impacts par euro créé.
par exemple, et puis intégrer bien sûr d'autres dimensions, hein, en particulier pour l'agriculture biologique, la santé humaine, animale, la biodiversité, qui ne sont pas vraiment bien pris en compte par ces approches de flux. Mais sur cette question de la l'ACV, les systèmes biologiques, il y a eu pas mal de réflexions et de projets là-dessus. Donc voilà, on en est, on est passé à nos, donc on a mené en revue un peu nos quatre limites. Donc là, on va essayer de pas être trop long sur les propositions qu'on a, qui sont après surgies de nos esprits pour essayer de dire bah, comment on va plus loin, hein, on fait face à ces différentes limites, hein, c'est quoi les questions qu'on peut se poser ou les fronts de recherche. Donc je vais essayer de pas trop détailler pour qu'on ait quand même le temps d'avoir une discussion, hein, mais on a considéré des fronts de recherche vraiment au sein même des approches par flux, hein, qu'est-ce qu'on peut améliorer de ces méthodes. Des fronts de recherche qui sont aussi plutôt liés à des hybridations de ces méthodes avec d'autres méthodes, et puis des fronts de recherche un peu plus transversaux. Donc, la première proposition, hein, c'est si on veut améliorer les approches par flux, eh ben, c'est donc de mieux intégrer ce qu'on a dit, hein, les fonctions d'extraction et d'exutoire et les spatialiser. Hein, si vous avez déjà fait une ACV, vous dites voilà, je produis tant de kilogrammes de blé. Ok, je prends en compte le fait qu'à un moment donné, il a fallu dépenser de l'énergie ou extraire des minerais, mon phosphate, pour ma culture. Donc, il y a une première tentative de caractériser cette extraction. Mais comme l'a dit Sandrine, on ne sait pas, on ne voit pas que bah, cette extraction, elle est principalement faite au Maroc et que celui qui fait son ACV à côté sur un autre système, eh ben, il va dire aussi, ah, tu as besoin de tant de phosphate qui vient d'ailleurs, mais on ne sait pas où est l'ailleurs. Donc la question, c'est de savoir, l'ailleurs, il est où? Est-ce que c'est toujours au même endroit ou pas? Et pareil pour les déchets. Et donc, cette nécessité de mieux spatialiser, donc, qui pourrait permettre de pointer hein, des hotspots d'extractivisme, des endroits où bah, c'est de là principalement qu'on extrait, et puis des endroits où c'est là principalement que tous nos déchets se retournent. Et donc, il y a une notion hein, dans ces approches par flux qui s'est développée, qui est la notion de food chain, hein, donc de bassin alimentaire, où à l'échelle d'un espace de vie, on voit d'où viennent les différents flux alimentaires, hein, pour voir est-ce que, par exemple, le bassin est plus ou moins autonome localement, qu'est-ce qui vient de loin, qu'est-ce qui vient de la région d'à côté, etc. Donc, mais on pense qu'on pourrait extrapoler cette notion aussi à finalement des bassins de déchets ou des bassins d'extraction. On pourrait dire, ben voilà, pouvoir voir ben voilà, dans une zone quels sont les systèmes qui extraient dans ce territoire ou quels sont les systèmes qui apportent des déchets dans ce territoire. Et puis aussi mieux intégrer les impacts socio-économiques, par exemple, en restant avec des nouvelles métriques, par exemple en ACV, le fait la notion de Value Added Responsibility, c'est-à-dire que les impacts, on va les allouer plus ou moins en fonction de la part de valeur ajoutée qui est faite par l'acteur du système. C'est-à-dire que si un acteur fait une plus grosse part de valeur ajoutée, bah, c'est lui qui va porter le plus les impacts du système global. Pour mieux finalement voir à qui profite le crime finalement. Et donc après, pour tester hein, ces différentes métriques et ces différentes approches, il nous paraît important bah, d'abord de commencer à des échelles un peu locales pour voir un petit peu ce que ça impliquerait et aussi d'intégrer des dimensions participatives et plutôt plus inclusives. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Sandrine, sur ce point. Ça va? Non, non, vas-y, vas-y, continue. Le deuxième aspect, c'est donner de la place à des interactions complexes, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les approches de flux, on est sur des choses assez linéaires. En cartographie, on regarde, ça passe d'un compartiment à l'autre. Or, on sait qu'il y a des relations qui ne sont pas linéaires hein, entre l'extraction, la production, la consommation, avec par exemple les effets rebonds, hein. On voit bien les ACV, dire bah, voilà, c'est super, grâce à nos ACV, on fait des frigidaires qui ont besoin de moins en moins d'aluminium. C'est super, donc si on arrête l'ACV, on se dit bah, c'est génial, mais en fait on sait bien que bah, comme on a moins besoin d'aluminium, on peut faire plus de frigo et donc on en vend plus, et donc au final on a plus d'impact et de consommation euh, en aluminium. Et c'est un peu pareil aussi hein, avec l'agriculture. On a beau avoir des systèmes qui vont avoir moins d'impact par litre de lait, ça va toujours produire un argumentaire qui va légitimer ces systèmes, et donc ces systèmes ont plutôt tendance à gagner du terrain, hein. Par exemple, au Brésil, on ne s'arrête pas en disant ça y est, on a atteint nos quotas de lait,
donc on va pouvoir préserver la forêt amazonienne. Non, non, même le fait d'avoir des systèmes qui sont soi-disant optimales en termes d'impact par litre de lait, c'est plutôt un argumentaire qui leur permet de coloniser d'autres espaces. Donc voilà, donc des effets de rebond et de rétroaction qui sont à mieux caractériser. Et puis, bien sûr, resituer les flux dans des systèmes socio-techniques, socio-écologiques, identifier les points de blocage, les moteurs de changement, etc. Et donc se dire, bah, finalement, cette modélisation de flux, elle est intéressante, elle nous permet d'apprendre des choses, et ce qu'on a bien dit au départ, hein, parce que Sandra a dit, elles avaient différentes fonctions, mais donc il faut peut-être les considérer vraiment comme un regard particulier, hein, à replacer parmi un ensemble d'autres regards, et non comme un argument d'autorité. Et donc voilà, développer une culture du pluralisme et de voir, bah, voilà, comprendre les points faibles et les forces de ces différentes approches. Et donc la conclusion, hein, c'est que bah, ces approches par flux, c'est donc des outils initialement très intéressants pour révéler des dynamiques qui sont liées à la grande accélération de l'Anthropocène après la Seconde Guerre mondiale, à la globalisation, hein, dont l'usage s'est développé et a été parfois instrumentalisé. Et donc nous proposons bah, pas seulement d'enrichir hein, ces méthodes, mais aussi de les hybrider en particulier, ben voilà, avec d'autres disciplines autour de la justice environnementale, de la transition socio-technique, de l'agroécologique, qui permettent de les mettre en perspective, de reconnaître leurs limites, et que on est un peu dans un entre-deux dans ces approches qui parfois ont été d'abord déployées dans des approches vraiment ingénieriques comme les ACV, hein, de problem solving, et des approches plutôt critiques. Et donc, des fois, on est un peu au milieu des deux, et donc il y a intérêt à peut-être mieux préciser leur place et leur rôle dans différents contextes. Et donc, globalement, on pense que c'est important de développer et de témoigner d'une culture réflexive hein, autour de ces approches, qu'on appelait en anglais Flow Approach Literacy, quoi. Donc, arriver à dire, OK, ces approches, elles ont des points faibles, elles ont des points forts, c'est juste un regard et apprendre à les manipuler, parce que c'est vrai que sinon, très vite, à partir d'un bilan carbone, on peut légitimer beaucoup de choses, et en oubliant et en invisibilisant beaucoup d'autres choses. Donc voilà la conclusion de notre papier collectif. Et donc, je peux peut-être revenir au titre pour voir du coup les différents auteurs. On remercie d'avoir participé à ce travail.